Alors c'est anecdotique ce que je viens de dire, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on voit bien l'incidence sur l'action publique. On voit bien par exemple l'effet désastreux qu'a pu avoir dans le quartier de Rennery la démolition du 9 bis. Alors cette démolition d'un bâtiment parmi d'autres pouvait, du point de vue de l'action publique, être parfaitement justifiée. Simplement, ce bâtiment, dans les quartiers du Mirail, avait une histoire. Le 9 bis, c'est le bâtiment qui est associé à la création d'une association de jeunes après la mort de Pipo, association qui a organisé en particulier une marche des quartiers vers la place du Capitole, vers le centre, pour porter cette question des quartiers. Et on voit bien là l'incompréhension qu'a suscité une démolition qui pouvait être légitime, du point de vue à la fois des urbanistes travaillant sur la recomposition de ce quartier-là, du point de vue des bailleurs comme du point de vue des élus. Mais on voit bien la manière dont elle a été vécue par les habitants. Elle a été vécue comme un signe de plus d'une disqualification, d'une non prise en compte de leur histoire, comme une volonté de l'action publique de faire disparaître ce qui était aussi un moment de cette histoire collective des habitants. Autre anecdote intéressante, quand on sollicite les récits que les habitants font de ces quartiers, la manière dont ils racontent le basculement, ce basculement démographique, ce basculement du peuplement, la manière dont les quartiers entrent dans le processus de ghettoisation, nous, chercheurs, nous le décrivons, nous l'analysons. Il est intéressant de voir comment les habitants le racontent. Et il est intéressant dans cette histoire de voir surgir, par exemple, un fait qui a été occulté par l'histoire urbaine toulousaine, la démolition, dans le quartier de Saint-Michel, d'un immeuble, d'une copropriété privée, la briqueterie, dont on a relogé au milieu des années 70 les habitants qui étaient pour partie déjà issus de l'immigration. On les a relogés, ces habitants, dans le parc HLM. Eh bien, il est intéressant, 30 ans après, d'entendre des habitants racontant l'histoire de ces quartiers, à Ampalo, à Bagatelle, à Rennery, à Bellefontaine, dire que le quartier a basculé au moment où on a relogé les habitants de la briqueterie. Ce qui est probablement pour partie vrai pour Ampalo, puisqu'une grande partie de ces habitants ont été relogés effectivement à Ampalo, ce qui est faux pour Bagatelle comme pour Rennery ou Bellefontaine. Mais néanmoins, on voit bien là comment la mémoire des habitants s'appuie, focalise sur un événement pour expliquer au fond le basculement démographique et sociologique de ces quartiers. L'autre intérêt de ce travail, c'est qu'il redonne une individualité au quartier, qu'il leur redonne une personnalité. Derrière l'archétype du quartier en souffrance, du quartier dont on parle, des quartiers en difficulté, eh bien, faire surgir le récit des habitants, c'est faire ressurgir une histoire de ces quartiers qui n'en auraient pas et qui ne seraient simplement que des quartiers à histoire avec un S. Et on voit bien là surgir une individualité de ces quartiers. Par exemple, on voit surgir pour Ampalo la geste militante d'un quartier ouvrier, la continuité des luttes qui a organisé ce quartier-là. On voit bien aussi surgir la force de la dimension villageoise de l'identité de Bagatelle. On voit surgir aussi l'irréductibilité des identités de Bagatelle et de Faourette que le projet urbain, qui est développé aujourd'hui sur ces quartiers, a voulu dépasser en leur organisant une centralité commune. On voit bien là le décalage entre un parti pris d'urbanisme légitime qui peut s'argumenter, qui vise à organiser une centralité commune. Et on voit bien la résistance des habitants, en particulier ceux de Bagatelle, qui, perdant leur centralité, au fond, perdent leur village. Et on voit l'extrême nostalgie, pas simplement la nostalgie, on voit la dimension de la perte et de la souffrance, que la disparition de Bagatelle comme village et cette obligation de partager un espace avec les habitants de Faourette ayant une autre identité au moins aussi forte que celle de Bagatelle. Donc l'intérêt de ce travail, c'est de permettre
au quartier de retrouver dans la ville une identité, une personnalité, une figure à opposer à celles dont j'ai parlé, qui sont autant de figures stigmatisées qui réduisent aussi ces quartiers à un archétype, et un archétype plutôt repoussoir. Plus surprenant encore, le recours à ces récits permet de poser la question de la patrimonialisation des grands ensembles. On peut dire que la réflexion sur la patrimonialisation, elle s'est généralement arrêtée aux portes des grands ensembles, et que l'idée que les grands ensembles, comme objet architectural, urbanistique, pourraient être dignes d'être conservés parce qu'ils incarneraient un des éléments majeurs de l'histoire urbaine et de l'architecture, est une idée peu courante aujourd'hui dans les milieux de l'urbanisme et de l'architecture. Et il est intéressant de voir que quand on retravaille aujourd'hui sur le projet urbain du Mirail et que l'équipe d'urbanistes essaie de reconstruire le Mirail, en Rennery et Bellefontaine, en retrouvant la trace du projet initial de Candilis, en essayant de remettre à jour, en particulier, la trame du projet de Candilis. C'est intéressant d'entendre que les habitants, souvent ramenés à la figure du pauvre et du pauvre inculte, qui n'a pas la mémoire, la connaissance du lieu où ils vivent, eh bien, à côté du héros Pipeau dont je parle, mettent en exergue une autre figure tout aussi héroïque, eh bien c'est celle de Candilis. Il y a une fierté des habitants de Bellefontaine comme de Rennery d'habiter les immeubles Candilis, et il y a le sentiment très fort qu'il ne s'agit pas là d'un quartier banal, d'un quartier comme les autres, comme les quartiers de grands ensembles, mais d'un quartier construit par un grand architecte avec la fierté d'y vivre. Il est intéressant là d'observer au fond que le discours savant, que la recherche savante, que la recherche des professionnels, eh bien, pourrait rencontrer la mémoire des habitants, et qu'on pourrait peut-être, à propos de ces quartiers, faire un travail de concert. Alors, que faire maintenant de ce travail que nous avons mené pour qu'ils ne subissent pas le destin de ceux dont j'ai déjà signalé qu'on les avait perdus en route? Le projet que nous avons, c'est bien de montrer qu'à partir de ces récits, ces quartiers disqualifiés font partie intégrante de l'histoire urbaine et sociale de la ville, qu'ils sont la ville, qu'ils ont été des lieux d'accueil, de transit des nouveaux Toulousains, que beaucoup de ceux qui vivent ailleurs aujourd'hui y sont passés, et que donc Toulouse, son histoire ne peut être amnésique. Elle ne peut retrancher ces quartiers de la manière dont elle se donne à voir et dont elle donne à voir son histoire. Il est intéressant, par exemple, de constater que beaucoup des très beaux livres d'images sur la ville de Toulouse oublient, alors qu'il s'agit de patrimoine et de valorisation du patrimoine, oublie simplement bien, que le Mirail a été un des grands gestes architecturaux et urbanistiques du siècle passé. Donc Toulouse ne peut pas les retrancher et ne peut pas simplement les considérer sur le mode de l'extrême distance et du ghetto. Notre projet est donc bien aujourd'hui de faire circuler ces récits, de mettre à jour cette histoire des quartiers, ces figures des quartiers, ces personnalités des quartiers, mais pour mettre en débat dans la ville leur place et leur statut. Cela pour que l'initiative que nous avons prise, à la demande d'ailleurs de la ville, ne se réduise pas, comme bon nombre d'initiatives mémorielles, au mieux à rester enclavés dans les quartiers, simplement pour redonner une certaine fierté aux habitants de ces quartiers à y vivre. Notre projet est bien, à partir de ces histoires, de provoquer le dialogue et le débat pour reconsidérer la place faite dans la ville à ces quartiers et à leur diversité. Je vous remercie.